L'argent. Un murmure dans la salle. J'ai presque honte en le disant. C'est le sentiment que je ressens devant les 1500 Françaises et Français venus passer un après-midi de découverte et d'apprentissage pour la conférence annuelle TEDx Bordeaux, au cours de laquelle je dois intervenir. Je vais y passer 17 minutes à expliquer pourquoi et comment nous pouvons et devons prendre le contrôle de notre argent. Pour permettre l'indépendance financière de chacun, qui, elle-même, permet le progrès collectif social qui a tant donné à ma famille ces 100 dernières années. Pour construire un monde qui nous ressemble davantage aussi. Une intention positive donc pour cette conférence. Pourtant, le premier sentiment que je ressens en prononçant le mot « argent », c'est bien de la honte, mêlée à de la peur. Cette honte et cette peur que vous avez peut-être ressentie en achetant ce livre ou en l'offrant à un proche. Contrairement à d'autres endroits du monde où ce mot fait briller les yeux et déclenche des conversations passionnées, il suffit en Europe de prononcer le mot « argent » pour voir les visages se fermer et la suspicion naître dans les regards. Et notre France ne fait pas exception. L'argent véhicule chez nous, pour des raisons qui tiennent à notre culture et à notre histoire, des sentiments mélangés allant de l'espoir à la peur, de la jalousie à la générosité, de la cupidité à la radinerie. Ce qui est certain, c'est que ces émotions individuelles et collectives se nourrissent des expériences de vie souvent négatives que nous traversons avec l'argent. En ce qui me concerne, j'ai pris conscience de ce que le mot « argent » pouvait signifier dans la vraie vie lorsque j'étais adolescent. Je devais avoir 12 ou 13 ans et nous habitions en province, dans une ville moyenne. J'avais alors les mêmes soucis et les mêmes préoccupations que mes amis. Le sport, les résultats scolaires, les amourettes, le cinéma, les BD, le skateboard, bref, vous connaissez tout ça. Mais un jour, en rentrant du collège avec ma petite sœur que je raccompagnais de l'école primaire, j'ai immédiatement senti que quelque chose d'inhabituel se produisait. Devant la porte de l'appartement de ma mère, il y avait des hommes que je ne connaissais pas et qui se comportaient comme s'ils étaient déjà chez eux. Ils m'ont expliqué avec des mots administratifs compliqués qu'ils étaient venus prendre ce qui avait de la valeur dans notre maison, des meubles à la télé en passant par l'électroménager et les rares bijoux familiaux. Parce que nous n'avions pas payé nos factures. La petite sœur contre moi, j'ai regardé partir ce qui nous appartenait et que ces gens avaient le droit de nous prendre. Il n'y avait pas encore de portable à l'époque. Ma mère était au travail et j'ai dû gérer tant bien que mal cette situation. Ce jour-là, j'ai fait connaissance avec ceux qui incarnent la peur de tout perdre chez de nombreux Français. Les huissiers. Ce souvenir m'a durablement marqué, et cette peur également. Ce sentiment n'est pas étranger à nombre d'entre nous. 55% des Français ont peur pour leur avenir financier et les 2/3 ne croient pas qu'ils auront une bonne retraite. Ils ne se sentent pas en contrôle de leur argent, et il ne s'agit là que de ceux qui osent le dire. Alors que j'écris ces pages à l'été 2024, je réalise que ce sont cette peur et cette honte que j'ai ressenties en juin 2022 dans un théâtre surchauffé de Bordeaux qui ont été mon principal moteur pour dire « ça suffit ». Il n'y a aucune raison valable pour que tant de Françaises et de Français souffrent au quotidien de leur rapport à l'argent. L'argent fait peur. Alors éclairons enfin ce sujet. Ce livre en est la première étape et l'éducation financière le remède. Au cours des dernières années, alors que je commençais à multiplier les interviews sur tous les supports, et principalement sur YouTube, de plus en plus de gens m'ont contacté. Les premiers messages, je ne les oublierai jamais. Ouvriers, employés, indépendants, enseignants, des mères et des pères de partout en France m'ont écrit pour tous me dire la même chose, qu'ils avaient été comme réveillés en voyant ces vidéos, en réalisant les erreurs qu'ils avaient commises, que j'ai commises. Que ces vidéos leur avaient ouvert les yeux sur la manière de prendre leur vie en main. Certains m'ont écrit en avoir pleuré. Si les mots étaient propres à chacun, ils exprimaient tous la même chose et ils m'ont tous profondément ému. Ils ont réveillé chez moi des souvenirs très vifs, mais surtout, le sentiment que ce que je racontais était utile pour aider les gens à y voir plus clair. Et ce que je pensais confusément en lisant ces témoignages, j'en ai eu la confirmation en février 2024. Quelque temps après la publication d'une interview sur la chaîne YouTube Legend de Guillaume Pley, je sortais du métro et traversais les Champs-Élysées pour me rendre à mon bureau quand une main me saisit par l'épaule. Un homme qui était essoufflé d'avoir couru m'aborde avec ces quelques mots.
Vous êtes Mathias, non? J'en étais sûr, putain, c'est pour ça que j'ai couru. Vous avez changé ma vie, Mathias. Continuez. Vous êtes le seul à vous occuper des pauvres comme moi. » Je peux vous dire que ce genre de phrase vous rend à la fois fier et très humble. Parce que des gens vous font confiance, vraiment confiance, pour les aider à gérer un sujet délicat et que vous ne pouvez pas les décevoir. Tous ces messages, toutes ces rencontres me renforçaient dans une conviction qui jusque-là n'avait été qu'un projet à long terme. Écrire un livre pour partager mon expérience de l'argent. C'était une idée qui me tenait de plus en plus à cœur et que je mûrissais dans mon esprit lorsque, mi-mars 2024, j'ai reçu un message. « Bonjour, je suis éditeur et j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt votre interview sur Legend Business. J'ai trouvé vos interventions claires et à même d'intéresser un public qui a toujours l'impression que les questions de finance, d'épargne, de bourse sont complexes et réservées à une élite. Est-ce que vous pourriez être intéressé par un projet de livre visant à démocratiser tous ces sujets ? » Eh bien voilà. Le livre audio que vous êtes en train d'écouter est donc le résultat de tout cela, de mes propres souvenirs d'enfance face à la douloureuse question des budgets mal gérés, de la gratitude des gens, une gratitude qui m'oblige à aller encore plus loin, et de la proposition de mon éditeur. Et tout cela n'a qu'un but, nous aider à franchir le pas, à reprendre le contrôle sur nos émotions face à l'argent pour, au bout du compte, avoir une meilleure sécurité financière qui est la base indispensable au progrès humain. Comment penser à construire un projet pour soi, sa famille ou la société si l'on n'a pas suffisamment d'argent pour manger demain? Devenir riche. Beaucoup d'entre nous en rêvent, mais au fond, c'est quoi être riche? Ceux qui le sont vraiment, ceux qui sont des familiers de l'argent, ne vous parleront pas de voitures, ni de voyages, de maisons, ni de costumes. Ils vous parleront de valeurs. Et ce discours n'est pas un mensonge. Quand on est habitué à un certain confort matériel parce que l'on a repris le pouvoir sur son propre argent, on peut se demander comment on peut rendre le monde un peu meilleur. Ainsi, pour moi, l'argent est un outil au service du développement humain. L'argent peut être un maître ou un outil, pour les millionnaires comme pour les smicards. C'est une vision que l'on peut qualifier d'humaniste et pragmatique, et selon laquelle l'argent n'est ni un boulet ni un dieu, n'est pas le maître de votre vie, mais est au contraire un serviteur, un outil que vous devez utiliser au mieux. Mais ce n'est pas naturel. Il faut donc apprendre à mieux vivre avec. Pourtant, nulle part en Europe il n'existe de cours à l'école ou des coachs certifiés pour apprendre à mieux vivre avec son argent. Nulle part. C'est à peine croyable quand on sait le rôle essentiel que l'argent joue dans la vie des gens. Mais nous y reviendrons. En simplifiant, on peut dire qu'il existe 3 stades de la richesse. Le premier stade nous renvoie à la célèbre pyramide des besoins de Maslow, que l'on voit constamment utilisée en sociologie ou sur les réseaux sociaux. L'argent, à ce stade, vous sert à répondre aux éléments de base de la pyramide. Il vous permet donc de vous loger, de vous nourrir, de boire, de manger, de vous soigner, en un mot, de satisfaire vos besoins essentiels et obligatoires. Il vous apporte aussi une forme de sécurité physique et mentale. Si vous avez de l'argent pour répondre à ces besoins, vous pouvez créer des fondations saines pour votre vie et penser au reste. En général, c'est votre travail qui permet de couvrir ces besoins avec vos revenus. Le deuxième stade de la richesse est celui du développement personnel et familial. Il vous permet de vous projeter en faisant des projets pour les études de vos enfants, pour partir en voyage, en vacances, acheter une maison ou une voiture. Surtout, il vous permet d'envisager sereinement de fonder une famille, de transmettre à vos enfants ce que vous avez acheté, mais aussi tout ce que vous avez appris. En lisant ce passage, vous vous dites sans doute « C'est une évidence, seulement je n'en avais pas conscience, mais qu'est-ce que ça m'apporte ?» Cette étape nécessite d'épargner. Et ça n'est pas du tout évident. Comme je le disais plus haut, le troisième stade de la richesse est celui qui permet d'avoir un impact positif, si on le souhaite, sur la société. Et cela a un nom. Investir. En investissant du capital, vous vous dépassez. Vous prenez sans vraiment vous en rendre compte votre part dans la vie de la société. On dit souvent d'une manière un peu simpliste que les capitaines d'industrie, les chefs d'entreprise, les millionnaires ont du pouvoir parce qu'ils détiennent des entreprises. En réalité, ils ont du pouvoir parce qu'ils ont un impact sur la société, parce qu'ils peuvent concrètement faire bouger les choses avec ces entreprises. Ce troisième stade est vraiment celui où l'argent est à sa juste place. Il vous facilite la vie et vous permet d'améliorer celle des autres.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.